Et tu sais, le mec qui avait prédit toute l'histoire, c'est Andy Warhol. Quand Andy Warhol a dit fin des années 70, début des années 80, à l'avenir, tout le monde aura ses 15 minutes de célébrité, c'est le cas. C'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux, etc., tu as des influenceurs, des gens qui ont plus d'influence finalement qu'un magazine diffusé par les médias traditionnels. Bienvenue sur We Are All Media, le podcast de ceux qui font les médias d'aujourd'hui et de demain. Derrière la magie des écrans télé, ciné et web, des ondes radio ou du papier glacé des magazines, il y a des personnes passionnées et inspirantes. Entrepreneurs, producteurs, créateurs, diffuseurs, artistes, journalistes, influenceurs. On parle de leur parcours, parfois atypique, leur métier, leur expérience, mais aussi leur vision du futur des médias ainsi que des nouvelles façons de consommer les contenus. On va vers quelque chose par contre de très très bien produit, ce qu'on appelle un MOOC, un mix entre un magazine et un livre, collectionnable, plus un journal que l'on jette et assez cher. Parce que finalement les gens ne jettent pas quelque chose qui a acheté 20 €. Oui, t'as acheté un truc à 1,80 €, tu ne donnes pas de valeur et fatalement tu l'as acheté pas cher. We Are All Media, ce sont eux, mais aussi vous et moi, parce qu'au fond, on peut tous être un média. Ça faisait longtemps que je voulais parler de presse et de magazine. Quoi de mieux pour le faire que d'inviter sur ce podcast David Swallen-Skene, un entrepreneur belge qui a racheté 2 magazines pour le moins glamour que sont Playboy et Photo. Passionné d'art et de musique, David nous raconte comment il a frayé son chemin jusqu'à ce qu'il appelle l'advertainment, un mélange stratégique de médias, de marques et de talents. Il nous partage sa vision du magazine, un objet premium, collectionnable, à la légitimité incontestable. On revient sur ce qu'est de racheter et restructurer un média magazine, ainsi que les coulisses de sa distribution en France. Enfin, on échange sur l'avenir de la presse, les leviers pour contrebalancer la baisse des ventes constatée depuis maintenant quelques années, mais également les leviers pour lutter contre Instagram. David nous donne d'ailleurs sa vision stratégique sur ses propres titres. J'ai personnellement beaucoup appris dans ce podcast et j'espère que vous aussi. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Salut David. Salut. Tout d'abord, merci d'avoir trouvé le temps de faire ce podcast. Je sais que tu es un entrepreneur très occupé et que en plus tu habites plusieurs villes, donc c'est un peu compliqué entre Paris, Bruxelles, Londres, Los Angeles. Donc voilà, je suis content de te recevoir parce que aujourd'hui j'avais envie de parler de magazine, de presse. D'accord. On a parlé beaucoup d'audiovisuel sur les épisodes précédents, donc là je voulais parler un peu de l'industrie de la presse. Ouais. Et comme en plus toi t'es à la tête de 2 magazines, en plus particulièrement glamour puisque c'est Playboy et Photo magazine, je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir ta vision. Et puis tu as aussi ce parcours entrepreneur qui moi m'intéresse particulièrement. D'accord. On va revenir évidemment en détail sur toutes ces aventures. Et parmi les autres axes que je voulais un peu évoquer avec toi aussi, c'est le fait de racheter, reprendre des médias qui ont déjà une forte identité. Donc voilà, quels ont été les enjeux, les difficultés, on va en parler tranquillement. Et avant ça, comme tu le sais certainement, puisque tu as dû écouter mon podcast, dans la première partie, on s'attarde sur ton parcours. Et la question que je commence toujours par poser, c'est comment tu t'es retrouvé dans les médias ? Écoute, moi je me suis retrouvé dans ce que j'appelle l'advertainment, au sens très large, donc c'est-à-dire un pôle d'activité qui regroupe l'art, les médias, la communication et le divertissement au sens large, assez jeune puisque à l'origine je voulais être un chanteur. Donc chanteur de rock, non ? De rock, ouais. Absolument. Je m'appelle David parce que ma mère est fan de David Bowie. Ah ouais. Et jusqu'à l'âge de 16 ans, plus ou moins, si tu veux, j'ai voulu devenir David Bowie / Mick Jagger. J'avais un groupe de rock, enfin c'était très rigolo. On faisait des concerts, j'avais des sensations extraordinaires devant. Je pense d'ailleurs que les meilleures sensations que j'ai eues au plexus solaire, ça a été de faire des concerts devant des gens qui sont dans ton délire et qui c'était très très cool. Et puis j'ai sorti un disque que j'ai vendu à vraiment très très peu d'exemplaires. Ah ouais. C'était un retour au réel. Je pense qu'il y a des moments comme ça où il y a un retour au réel. Et je suis une personne qui fondamentalement, même si j'ai beaucoup d'ambition, j'ai toujours cultivé l'ambition et des projets, etc. Mais j'aime également connaître mes limites.
C'est Ouais. comme si je te disais maintenant j'ai envie d'aller faire le Tour de France et de le gagner. Tu me dirais bon bah David, écoute, d'accord. Donc j'ai compris vers 16-17 ans que je n'allais pas devenir une rockstar. Et comme je venais d'une famille d'entrepreneurs, je me suis dit tiens, essayons d'être un entrepreneur comme une rockstar, parce que j'étais convaincu que les entrepreneurs allaient devenir les nouvelles rockstars. Alors je tiens à préciser qu'à l'époque, quand je disais à une fille à 17-18 ans, je suis un entrepreneur, ça n'avait pas du tout la même connotation glamour que ça c'est sûr. peut l'avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a Elon Musk, il y a tout ça. À l'époque, si vous voulez soit dire que tu travaillais dans le bâtiment comme ouvrier du bâtiment, ou que tu n'avais pas de job. Donc voilà, donc j'ai commencé, et naturellement les premières activités dans lesquelles je me suis impliqué, enfin naturellement, assez naturellement, ça a été la production audiovisuelle de clips vidéo, puisque j'étais très copain avec des photographes. Mon meilleur ami à l'époque était photographe, c'était D'accord. le photographe de mode un peu connu. Et mes parents étant très très cool, m'ont laissé en fait à côté de mes études de droit faire ce que je voulais, à savoir entreprendre. Et je suis devenu agent de photographe à réalisateur. On produisait des clips vidéo, c'était très très drôle. Et dans tout cet écosystème-là musical à l'époque où il y a encore de l'argent dans la musique, ben, je rencontrais des journalistes, je rencontrais des patrons de presse. Donc j'étais confronté quelque part un petit peu déjà à ces univers. Et donc en fait t'es entré par la musique quelque part. Ok. Et l'image. Et l'image. Et ce qui est marrant aussi, donc tu glissais le fait que t'as fait du droit. Ouais. C'est marrant parce que c'est un peu, c'est important le droit quand on est entrepreneur, c'est sûr, mais c'est un peu aux antipodes. C'est très rigide, aux antipodes de ce qu'on peut imaginer de la créativité qu'on peut trouver dans les médias. Bien sûr. Ah oui, non, mais bon, ça sert. J'ai fait des spécialisations en droit d'auteur, en droit des médias déjà. En fait, c'était fatalement déjà nécessairement des gens. Et puis comme j'étais un entrepreneur au sens large, que comme tu le sais, je suis dans d'autres secteurs d'activité que les médias aussi. C'est vrai que ça m'aide beaucoup. Quand je suis en discussion avec mes propres avocats, de comprendre les enjeux dans un dossier. Et donc, oui, mais donc voilà, mais j'étais pas l'étudiant le plus assidu, hein, donc je te rassure. T'as fait ça pour faire plaisir un peu à tes parents, et à côté tu te faisais plaisir aussi. Je savais que je capitalisais sur quelque chose. Je voulais pas nécessairement devenir avocat, ni magistrat, ni notaire, enfin des métiers traditionnels du droit. C'était vraiment pour m'accompagner dans mon bagage d'entrepreneur, de savoir mes droits, quoi, en gros, pour résumer. Et d'ailleurs, c'est une formation que je suis en train de conseiller à mes beaux enfants, parce que j'ai eu plusieurs compagnes dans ma vie, et je suis un peu comme Mick Jagger, je récupère les enfants des autres. Je conseille, je leur conseille, ils sont à l'âge de rentrer en fac, donc ils savent pas très bien quoi faire. Et donc le droit, quand tu sais pas trop bien qu'est-ce que tu vas faire, ça mène, l'expression le droit mène à tout est vrai. D'accord, voilà. Ok. Donc tu commences ton droit, tu fais un peu tu rentres par la porte de la musique et tu fais un peu d'image de clip. Ouais. Tu mets un pied dans un peu la réalisation. Dans la production de spots publicitaires, ce genre de choses. Spots publicitaires. Et à quel moment tu te lances vraiment, c'est-à-dire tu as une vraie activité qui démarre dans les médias, ouais. Je dirais, écoute, à partir du moment où on considère que l'événementiel est un média, puisque c'est quand même, si tu veux, en soi un médium, en tout cas quelque chose de plus en plus important d'ailleurs de nos jours. Je pense que la transition entre l'image, la musique, le droit et les médias, je dirais que c'était l'événementiel, puisque j'étais un grand fêtard. Moi, j'habitais déjà assez jeune entre plusieurs villes. D'accord. Et donc, j'étais, par exemple, pour te donner une idée, j'ai fêté mes 20 ans au bain-douche. Quand les bains-douches étaient encore un endroit assez exceptionnel où des gens de tout âge, de toute catégorie sociale, de tout univers professionnel se mélangeaient avec des célébrités, des non-célébrités. Donc, c'était assez passionnant. Et un des propriétaires des bains-douches était un ami à moi, est toujours d'ailleurs un ami à moi. Il s'appelle Claude Chal. C'est le garçon qui a lancé tout simplement la lounge music. Donc le concept de lounge music à l'époque, ça n'existait pas, qui était associé à un lieu. Il a fait le CD, la compilation de la musique des bains-douches, et puis après il a lancé la compilation du Bouddha Bar, que tout le monde connaît maintenant. Voilà. Et c'était l'époque de Café Del Mar, Ibiza, etc., de Hotel Cost. Enfin, et donc tout le monde faisait un petit peu des disques d'atmosphère d'un lieu. Ouais. Et moi, comme je sortais beaucoup dans ces lieux, et que j'étais très jeune, on m'a proposé de faire des soirées pour faire la promotion de ces musiques. Et donc, j'ai commencé à représenter ces DJ Claude Chal, Stéphane Pompougnac. À l'époque, Frédéric Becbédé également, qui faisait qui était DJ, qui était DJ et qui a sorti un disque. Et donc, bon, c'était l'univers festif. Et donc, j'organisais beaucoup d'événements. À commencer
par chez moi, parce que j'avais un grand loft dans lequel en fait on faisait toujours des fêtes, et puis un jour on s'est dit ok, ça coûte beaucoup d'argent avec mon colocataire de l'époque qui était photographe de mode, et on s'est dit mais pourquoi on ne ferait pas payer les gens pour quand même participer aux frais d'organisation, et puis de là on organisait des fêtes qui s'appelaient la nuit une fausse blonde. D'accord. Et donc l'idée était de faire, et on avait cette tentation du média déjà, donc si maintenant tu vois, ce que c'est marrant parce que je parle de ça avec toi, donc ça me rappelle les choses. Un de mes associés dans ces événements était le rédacteur en chef d'un magazine de nightlife à l'époque, qui s'appelait Movix, qui est un magazine belge de nightlife. Et donc, on parlait de faire des émissions sur les soirées. C'était l'époque de Paris Dernière, sur Paris Première. C'était une émission qui nous fascinait, et produite par Stéphane Simon d'ailleurs, par la suite. Et donc, on s'est retrouvés à organiser ces fêtes en se disant déjà à l'époque qu'il fallait qu'on garde des images de tout ça et d'en faire une émission. Voilà. En fait, il y avait un lien, c'est marrant, parce qu'il y a clairement un lien entre la musique, les soirées, l'événement, et puis comment tout ça se connecte. La célébrité, autour d'un média, en fait. Absolument. Absolument. Enfin, en tout cas, dans mon cas, c'est arrivé par strat. Hein. Et puis, de manière pas directe, je me suis pas dit, tiens, je vais être dans les médias un jour, et puis on aura l'occasion d'en parler, mais je n'ai jamais, à la base, rêvé de devenir, tiens, je vais être un patron de presse ni quoi que ce soit. D'ailleurs, je me considère toujours aujourd'hui pas comme un patron de presse, mais plutôt comme un entrepreneur des médias et dans l'advertisement. Et puis après cela, il y a eu une période relativement longue dans laquelle j'ai touché à plein d'activités. C'était dans le management de mannequins, notamment avec j'étais en charge de l'organisation du Elite Model Look pour certains pays, qui était le plus grand concours de mannequins de scouting de modèles. Il y a des années de cela. Et puis j'ai été boîte de nuit, j'ai eu ce genre de choses, et puis j'ai terminé mes études. Tout ça s'est passé pendant mes études de droit. Après mes études, j'ai une carrière dans les affaires à la fois familiales de ma famille, mais également je dirais comme conseiller banquier d'affaires. Et puis est arrivé il y a de ça je dirais une toute petite dizaine d'années, je dirais plutôt 8 ans. Une première, d'une part, une volonté de ma part de mettre un peu de l'ordre là-dedans, de me dire, ok, si je reste dans ces univers de l'entertainment, de l'advertainment, quel est le projet, pourquoi je vais y rester, parce que j'ai vécu en live la destruction entière de chaînes de valeur, en tout cas dans les médias avec l'arrivée d'Internet. Je dirais de manière générale dans les industries culturelles et créatives. Où il y a eu une vraie distorsion, et donc j'ai eu plusieurs conversations avec des amis, et l'idée était de se dire ok, rentrons dans un pôle d'activité qui regrouperait quelque part de la publicité, des médias, et s'occuper, conseiller des talents. C'est déjà un peu ce que je faisais. Je connaissais beaucoup de personnalités, enfin de gens connus. Le début de la célébrité, c'est quand il y a plus de gens qui te connaissent que toi tu ne connais de gens. Maintenant avec les réseaux sociaux, c'est assez facile. La légitimité que les médias peuvent donner, et quelque part la créativité qu'il faut avoir pour pouvoir monétiser tout cela, parce que les sources de monétisation ont bien changé dans les médias, et voilà. Et donc je suis arrivé, et la toute première réflexion, c'était de se dire, ben moi ce qui m'intéresse profondément, c'est dans les médias, ce sont les marques médias. Ce sont les médias avec une marque très très puissante, et plus que les médias, je rachetais des marques qui avaient un potentiel hors médias. Donc ça, c'était ça venait de ta réflexion qui était plus globale. Donc si je récapitule un peu, parce que c'est super intéressant, mais on y reviendra après. Toi, tu as une vision qui est pas je vais faire un média et puis après on va voir ce qui se passe. C'est plus comment je vais créer un écosystème global avec des marques médias, des annonceurs, des célébrités ou des talents. Absolument. Et comment les trois vont s'imbriquer ensemble. C'est ce que tu appelles un peu l'advertainment. Absolument. Et donc, en fait, pour toi, la composante média n'est qu'une composante de ce grand système. Tout à fait. Qui est plus général de l'entertainment, du divertissement lié à... Voilà. Mais tu sais, le mec qui avait prédit toute l'histoire, c'est Andy Warhol. Quand Andy Warhol a dit fin des années 70, début des années 80, à l'avenir, tout le monde aura ses 15 minutes de célébrité, c'est le cas. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, etc., tu as des influenceurs, des gens qui ont plus d'influence finalement qu'un magazine diffusé par les médias traditionnels. Donc l'idée était de se dire, ok, c'est une équation qui est
à l'avenir, et c'est ce qui est ce qui est déjà le cas dans certains pays ou même en France, c'est que un talent deviendra son propre média et deviendra une marque. Et donc, ces équations média égale marque égale talent et un peu dans tous les sens. En fait, finalement, c'est un peu cette espèce d'écosystème là qu'on essaie de mettre en place. Au départ, en ayant acquis, on a passé par parce que j'achetais des entreprises, donc la première idée qui m'a été conseillée m'a dit, David, écoute, si c'est ça ta stratégie, il y a 8-9 ans, donc à l'heure d'Internet, ça fait longtemps, mais c'était de se dire, mais rachète tes marques médias, alors en tout cas des médias qui sont plus que des médias, qui sont en plus des marques très fortes. Commence par des médias, mais qui ont des marques fortes, donc c'est là absolument où tu as commencé à t'intéresser. Donc tu as commencé par racheter quelle marque? J'ai commencé par conseiller. Et pourquoi? Alors, moi j'ai toujours aimé, je suis à je crois être une personnalité qui est à cheval entre l'underground quelque part et le bling bling de l'autre. Enfin, en tout cas, je pense que ma vie, mon parcours, j'ai des copains dans les deux. Je me sens aussi à l'aise à Monaco que si tu es dans un bar du 11e avec C'est comme ça. Je crois que ça vient de mon vécu. Et donc j'ai toujours aimé les avant-gardes créatives et ce genre de choses. J'ai toujours traîné dans les foires d'art contemporain. Enfin bon. Et j'étais très copain avec la bande du magazine Technicar, qui était un petit peu la référence, enfin qu'il est toujours un peu, mais un peu moins quand même qu'à l'époque, que dans les début des années 2000, la référence dans les avant-gardes culturelles. C'était les premiers à parler de gens comme Bret Easton Ellis. C'était une espèce d'écosystème dans lequel gravitait BD. C'était toute l'esprit créatif, l'esprit canal. Dans les grandes années, décliné en papier, quoi. Donc, avec des vraies questions, il y avait des couves mythiques, genre la précarité, la hype, des choses extraordinaires. C'était les premiers à faire des couves comme ça, avec un kebab, un portable et un skateboard. Expliquer, la hype précaire. Je trouvais ça extraordinaire. Et donc, en fait, comme c'était des gens qui avaient, et dont le fondateur, qui est toujours un ami d'ailleurs, avait une manière particulière, en tout cas, de faire également un média. Je les ai aidés à survivre, on va dire, à un moment donné de leur existence, en les conseillant notamment sur le digital. Et à restructurer en les conseillant, parce que c'était mon métier, de la restructuration de société, dans la restructuration de leur petit écosystème qui était fondamentalement fait de briques et de brocs, mais qui était fondamentalement ce vers quoi un média devrait tendre. Et à tel point que effectivement Technicar, au-delà d'être un titre un peu incroyable, est devenu une marque média. Pour moi, c'est une vraie marque média. C'est comme Canal+, quoi. C'est un truc Technicar. Les gens d'entrée de jeu, tu as l'impression de faire partie. Tu lis Tech, tu fais partie d'une communauté. Voilà. Donc c'était la première fois que j'ai aidé. Donc c'était sans devenir ni propriétaire ni quoi que ce soit, mais j'ai vraiment aidé à restructurer l'entreprise, donner des coups de main à droite à gauche à des copains. Et donc c'était ma première confrontation avec l'univers de la presse papier en France, qui était dans un moment où ça commençait à sérieusement se digitaliser, il fallait réfléchir, il fallait voir comment. Et donc Tech, de par le fait que c'était une marque média, permettait d'envisager, ou en tout cas de rêver, d'avoir d'autres activités qu'être un simple magazine. C'était également une agence de conseil aux marques, etc. Enfin, voilà, il y avait un vrai écosystème. C'est là que ça a commencé. Et puis ensuite, les choses se sont enchaînées parce que comme je te le disais, j'étais très proche des créatifs visuels, puisque je produisais avec les vidéos, j'étais pote avec des photographes, enfin bon. Donc fatalement, le premier blé que j'ai gagné, j'ai acheté une photo d'Helmut Newton. Donc si tu veux, je collectionne la photo depuis longtemps. J'avais effrayé mon père qui m'a vu arriver. J'avais un petit bureau à côté du sien à l'époque. Maintenant, on partage le même floor, mais à l'époque, mon père est dans des activités très très différentes. Donc, il m'a vu arriver fier comme Artaban avec une photo qui a coûté l'équivalent 2500 € à l'époque. Et mon père ne voyait pas la différence entre cette photo et un poster. C'était une femme dénudée qui plus est. Il me disait, mais t'as acheté un poster de femme à poil pour 2500 €, t'es fou. Ça, il y a 20 ans. Et donc voilà, donc finalement, c'était pas un si mauvais investissement, mais donc ça s'est su, puisque donc je fréquentais les gens, les créatifs de l'image. Ça s'est assez su rapidement dans l'écosystème médiatique parisien que j'étais à la recherche que je m'intéresse aux médias et pas n'importe lesquels. Donc c'était des marques médias avec un potentiel hors médias, également un potentiel à l'international.
Ouais, donc qui c'était n'était ça, pas franco-français, quoi. C'était ça vraiment le les truc. critères. Voilà, pour moi, il fallait qu'on puisse aller hors France. Et est arrivée la marque idéale pour moi, qui était Photo. Bon, le magazine Photo, qui est un magazine un peu iconique, une spin-off qui a été créé en 1967 par le rédacteur en chef de Paris Match de l'époque, qui s'appelait Roger Théron. Oui. Un des grands directeurs de Paris Match, enfin, des grands rédacteurs en chef, et qui a fondé Photo ensuite pour être la réponse française à Life. Ouais, exact. Ouais. Voilà, c'était vraiment l'idée. Qui depuis n'existe plus d'ailleurs. N'existe plus. Et Photo en existe toujours. Donc, ouais. Il a créé Alors, ça. Live, c'était quand même très autour de l'actualité, si je me trompe pas. C'était l'actualité en photo, voilà. Après, alors que Photo, enfin peut-être qu'on peut revenir un peu sur le positionnement, mais initialement c'était faire des belles photos de. Voilà, c'était faire des belles photos de stars. Il y avait aussi des belles photos. Photo, c'était toute la photo, le meilleur de la photo dans un condensé. Ouais. C'est vraiment ça. C'est le magazine photo qui produisait, avant que j'arrive, très très peu d'images. En fait, on ne faisait que reprendre les images des meilleurs photographes un peu partout dans le monde. Donc c'était un condensé de ce qui se faisait de mieux dans toutes les catégories de photographie. Oui. Que ça soit le photojournalisme, la nature, le sport, le nu, le truc. Dans le monde. Et ça a été le magazine français, puisque fatalement c'était de la photo, donc avec peu de texte. Peu de texte, ouais. Donc fatalement, facilement exportable, puisqu'il n'y avait pas besoin de traduire quoi que ce soit. Et tout le monde comprenait l'image. Donc c'était un des magazines d'origine française le plus vendu dans le monde. D'ailleurs, toujours à l'heure actuelle, la moitié de nos ventes se passe en fait en France. D'accord. Donc c'est un magazine très très distribué à l'étranger et qui disposait, je termine là-dessus, mais c'est qui est très important, d'un des plus grands, toujours au jour d'aujourd'hui, du plus grand concours de photos au monde. Ouais, on va y revenir d'ailleurs. Et donc à ce moment-là, Photo Magazine, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ils ont eu un succès quand même, c'est un gros succès à un moment. Il s'est passé quoi? Ils ont été en perte de vitesse à un moment donné. Comment tu peux expliquer le fait que je dirais 67, je pense que c'est écrit en 67, donc imagine, à l'été 67, le Summer of Love. D'ailleurs, c'est David Bailey, le Swinging London, l'icône du Swinging London, le photographe qui à l'époque est marié avec Catherine Deneuve, Catherine Deneuve en couverture par David Bailey. Donc ça te situe d'où ça vient. Une énorme partie de l'équipe de photo était pratiquement là depuis les débuts. Donc ça appartenait au groupe Philippe Aki, puis après Hachette Philippe Aki, puis Lagardère, etc. Donc ce sont des gens qui étaient là depuis Salut les copains, donc, qui avaient un immense savoir-faire dans la photographie, dans la presse à proprement parler, de l'œil de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, etc. Mais qui n'ont alors absolument pas vu arriver, comme l'ensemble d'ailleurs de la presse, papier, donc n'ont pas pu imaginer que, si tu veux, ça allait se diliter aussi rapidement et aussi fortement. C'est-à-dire, ces gens ont vécu des années. Je dirais que ça a commencé véritablement à la presse en général, hein, la presse écrite en général, magazine. Je pense que c'est aux alentours des subprimes, donc 2007-2008, tout ça a commencé à devenir très rock'n'roll. Voilà. D'accord. Avant ça, bon, c'était de moins en moins, mais enfin, il y avait toujours, dans les années 90, les tirages étaient encore plus que exceptionnels par rapport aux standards d'aujourd'hui. Et puis, c'était des équipes qui étaient là depuis le début, qui à la fois avaient cette légitimité, cette expérience, etc., mais peut-être plus nécessairement cette agilité, cette volonté de s'adapter, et très attaché évidemment à certains des heures de gloire passées. Bien sûr. Alors bon, voilà, et donc et ça, à ce moment-là, c'était chez Lagardère, c'est ça? C'est un type, c'était Philippe Paqui, Lagardère, donc Daniel Philippe Paqui, qui était le vrai Citizen Kane français. Hein, quand même, c'était un personnage mythique. C'est lui, elle, Paris Match, que Lagardère a racheté après. Et que voilà, et donc qui avait lui d'abord dans un peu de temps, il y a eu Hachette Philippe Paqui, donc l'édition et la presse magazine. Et tout ça a été implémenté dans le pôle média de Lagardère. Donc voilà, mais c'était la France, faut savoir, c'est un truc assez interpellant, mais à l'époque, les Lagardère Boys, c'est qu'on les appelait, donc dans les années 80-90 triomphantes, parce que il y a quand même un climax dans les années 80, même si quand je parle avec des gens qui travaillent dans ces époques-là, en 90, on commençait déjà à sentir pas le début de la fin, mais que ça n'allait pas, que les arbres n'allaient pas monter au ciel. Moi, j'ai des discussions avec des gens qui travaillaient à l'époque dans
dans des magazines, enfin avec des photographes où les gens faisaient des allers-retours. En fait, on envoyait des pellicules en Concorde aller-retour pour comme ça, pour publier une image. C'était ça. Incroyable. Ouais, Bon, maintenant il y a WeTransfer et tout ça. À l'époque, en fait, on envoyait les pellicules par Concorde. Donc les mecs, c'était assez extraordinaire. Et la France et les Français, il faut savoir que le groupe Lagardère à l'époque était le deuxième plus grand groupe au monde de magazines. Ouais. La France avait un vrai savoir-faire, comme dans la mode. Et un magazine, c'est de l'artisanat. Hein. C'est quelque chose de très, très particulier. C'est un objet. Ouais. Et puis je trouve que ça correspond bien aussi à l'image de la France dans le, tu vois, la gastronomie, la mode. Tout ça fait effectivement le magazine, il y a ce côté un peu premium, haut de gamme, qui va bien en fait, effectivement, avec la France. Avec la France. Et donc, voilà, ils avaient réussi à faire, en tout cas, certainement le premier groupe français, mais dans le monde. Donc, le deuxième plus gros groupe mondial de presse magazine. Et donc toi, tu l'as racheté à Lagardère en fait Non, je l'ai pas acheté directement à Lagardère. Entre moi et Lagardère, il y a une personne qui a eu un projet qui était un projet transitionnel un peu compliqué dont on va pas parler là maintenant, mais qui globalement a fait la transition entre Lagardère et moi. En 2014, je rachète le titre. En fin 2014 même. Donc je rachète le titre. Et je commence un gros travail de restructuration. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais quand tu rachètes un média qui perd de la vitesse, perd de l'argent? Qu'est-ce que tu as fait? Écoute, un bon entrepreneur en général et pas spécifiquement des médias, on a commencé à regarder les fondamentaux, quoi. Donc c'est-à-dire en fait qu'il fallait qu'il y ait plus de rentrées que de sorties, stabiliser des choses, parce qu'à un moment donné c'était une spirale infernale dans laquelle les gens avaient trouvé normal qu'une personne qui arrive dans les médias devait en fait devenir un sponsor d'un média, un mécène. Je suis tout sauf un mécène, je suis un entrepreneur et je fais pas ça pour le plaisir. Pour vocation de perdre de l'argent, sinon je sponsorise ou j'aide une œuvre de charité ou quelque chose. Mais donc j'ai restructuré assez fortement. On a réduit évidemment les équipes. On arrivait à un moment donné aussi où dans la presse magazine la publicité s'effondrait, donc on a externalisé notre régie. Okay. On va la réinternaliser mais sous un autre. Voilà, on avait une régie en interne. On a pris toute une série de mesures dans la fabrication purement du journal où on était. Quand je suis arrivé, on était encore en fait avec des méthodes des années 70 quoi. Donc on a un peu informatisé le process. Okay. Et donc j'ai essentiellement on a réduit les dépenses tout en pas au détriment de la qualité du magazine, parce que je pense que le magazine qui est encore toujours là aujourd'hui n'a jamais été aussi beau en termes d'objets. Les ventes sont relativement stabilisées dans un marché baissier, mais globalement, on n'a pas connu une baisse dramatique. Et on a surtout doublé le prix de vente. Parce que la première chose qui m'a toujours marqué en achetant un magazine, mon Dieu, moi quand je suis arrivé, il y avait des magazines, même toujours aujourd'hui, à 2,50 €. Je veux dire, enfin, quand on sait la somme de travail qu'il y a en fait derrière ça, le coût de la distribution, ça coûte 4 fois moins cher qu'un paquet de clopes, quoi. Ou alors il faut vendre vraiment beaucoup de pubs et à ce moment-là on est sur un truc. Je peux te dire que les annonceurs d'aujourd'hui sont de moins en moins enclins à investir énormément, enfin uniquement dans l'achat de pages publicitaires. Ça j'y crois pas. J'ai jamais cru une seule seconde d'ailleurs que l'avenir était là-dedans, dans la vente de pages publicitaires. Moi-même en tant qu'annonceur dans certaines de mes entreprises où je suis annonceur par contre, et donc j'achète de la pub, où on met en place des dispositifs publicitaires, c'est une des composantes, mais je ne vais pas payer des fortunes en fait une page de pub, ça je suis pas convaincu que ça soit ça le modèle. C'est marrant parce que je lisais un article un peu plus tôt aujourd'hui, une étude qui avait été faite sur la presse magazine, et alors évidemment c'est diligenté par un groupement de presse magazine, donc on peut se demander l'objectivité, mais ça disait qu'en gros on faisait passer plus d'émotions dans une publicité dans un magazine que à la télé. Qu'en gros, les gens qui regardaient une publicité, une belle photo évidemment, mais une belle page A4 avec une belle photo, ils arrivaient. Alors comment ils ont fait? Je crois qu'ils ont scanné le visage des gens pour voir les émotions qui passaient. C'est un truc assez technique. Et il disait que bizarrement, ça suscitait plus d'émotions. Et qui dit plus d'émotions dit plus de mémorisation et d'engagement. Probablement. Après, c'est une question de diffusion aussi, parce que si tu crées de l'émotion sur 10 personnes, bon, c'est sympa. Il vaut mieux peut-être en créer sur Internet. Bon, tu sais, quand tu vois les budgets publicitaires pour l'instant et tu vois que en ligne, en tout cas, pour l'aspect en ligne, les GAFA concentrent plus de 90% des investissements publicitaires des marques. Bon, voilà, on sait contre qui il faut se battre, quoi. C'est l'évolution.
Il y a un livre très intéressant d'ailleurs de Jacques Séguéla, qui est une personne assez exceptionnelle et qui a le recul à ça, qui a écrit un bouquin très intéressant que je te conseille ainsi qu'à tes auditeurs. Premier conseil de lecture. Après, je t'en donnerai d'autres, mais qui s'appelle Le diable s'habille en GAFA. Et, d'accord. C'est assez pas mal. Et donc, il est sorti quand? Il est sorti. Il est assez récent, je veux dire. Ouais, c'est genre septembre 2019, un truc comme ça. D'accord. Ok, donc tu augmentes le prix. Donc c'était un mensuel. C'était un mensuel ou un mensuel. Alors voilà, c'est très bien. Donc c'est un mensuel. Les grandes mesures qu'on a prises, c'est de passer de mensuel à trimestriel. D'accord. Avec des hors-séries. Okay. Tout ça, ça implique également dans un processus de distribution de la presse en France qui est assez original, mais dans tous les cas très déficitaire. Hein. Donc le système des coopératives. On peut faire juste une petite parenthèse là-dessus parce que c'est intéressant. Il y a un système de coopérative qui gère l'impression et la distribution, c'est ça? Pas l'impression, la distribution. Donc c'est en fait le système sur lequel repose la distribution de la presse en France depuis la fin de la guerre, la Deuxième Guerre. Repose sur une loi qui s'appelle la loi Bichet. En gros, pour faire simple, la grande idée après la libération, c'était de donner l'accès, la liberté d'expression, enfin toutes ces grandes idées. Donc en fait, l'accès au kiosque, en fait, toutes les idées, à n'importe quel type de revue. Donc en fait, ça veut dire qu'une personne qui a aussi bien, je sais pas, une idée qui va toucher 10 lecteurs, a autant de droits de se faire distribuer, ce qui est très beau. Au final, qu'un grand journal d'information quotidienne. Donc tout ça a créé en fait des masses de journaux à devoir distribuer, parce que quand tu regardes parfois dans certains linéaires, c'est absolument invraisemblable. Quantité incroyable. Donc, tout ça, c'est de la logistique, des choses qui sont gérées par le syndicat du livre, parce que qui tient un peu tout ça, toute cette logistique. Et donc la profession et ses distributions s'est organisée en fait sous forme de coopérative, qui est chroniquement déficitaire, et donc systématiquement, il faut que les gouvernements remettent au pot. C'est soit ça, où il n'y a plus tout simplement de presse distribuée dans les kiosques, dans les maisons de la presse, dans tout ce que tu veux, donc il n'y a plus de presse. Et c'est très compliqué. Je dirais que là, je rentrerai pas dedans, mais je vois que tous les directeurs successifs de Prestalis c'est surtout Prestalis qui ne va pas bien, mais qui est leader. Hein, donc il y a deux coopératives en C'est France. Prestalis et MLP. Les messageries lyonnaises de presse. Dans les autres pays, il n'y a pas ce genre de coopérative? Comment c'est géré? Non, c'est un pur business. Par exemple, je sais pas, en Angleterre, où je lançais un titre, t'as des distributeurs de presse qui acceptent ou pas de te prendre. Qui disent écoutez, voilà, nous on croit. Et qui te garantissent une distribution dans un nombre de... Une fois qu'ils t'acceptent, tu dis écoutez, c'est autant, mais vous devez, on va vous prendre X% sur les choses. Il y a certains pays dans lesquels il faut même payer upfront. Donc attention, le système de la distribution, à la fois, il est très beau, hein, le maillage du territoire. J'en parlais en fait avec un de mes confrères de Playboy en Russie. En fait, sur le territoire russe qui est évidemment infiniment plus grand que la France. Bon, certes avec des grandes zones désertiques, mais enfin bon, malgré tout, il y a moins de points de distribution qu'en France, quoi. Donc il y a un très bon maillage, c'est un peu comme la Poste, ce genre de choses. Donc il y a une efficacité toute française, faut le reconnaître, dans le process. Donc c'est ça. Sauf que ça a été géré, voilà, avec des gens. Je leur jette pas la pierre. C'est personne dans la presse, à commencer par les éditeurs, ont vu le tsunami arriver. Et puis bon, ça a été l'effet domino. Et alors fatalement, ceux qui étaient dans la pure logistique, dans la distribution, qui doivent gérer des dépôts, des camions, des palettes, des invendus, de la destruction, du pilonnage. Enfin, on se rend pas compte de la logistique, mais c'est un truc de fou. Hein. Enfin voilà, c'est important. Moi, tu m'avais expliqué un peu, mais c'est vrai qu'il y a une logistique énorme. Il y a effectivement des gens qui doivent, parce que qui doit racheter les invendus quand il y a des invendus? Alors les invendus, ils sont pas rachetés, alors on laisse là, il faut évidemment pas le faire. Mais enfin, moi, c'est à l'époque de photos, c'était assez marrant parce qu'ils avaient gardé les invendus. En fait, ils avaient racheté pendant des années de trucs, donc j'avais hérité de 13 semi-remorques, de trucs incroyables. Donc on a quand même dû à un moment donné parce que c'était impossible à stocker. Mais non, les invendus sont en très règle générale en fait détruits par le distributeur. D'accord. Donc c'est assez frais. C'est assez frais. Et en fait, si tu veux, en gros, ce qui se passe dans la presse, pour faire très simple, dans la distribution, ton coût de distribution augmente et diminue en fonction, si tu veux, ton taux d'invendu. Donc, plus en fait, tu auras des invendus. Alors, imagine le mec qui vend 0 exemplaires, pour faire simple. Donc, le cas extrême, tu sors d'un magazine, t'as vendu 0, eh bien, tu devrais presque payer la coopérative. Oui.
Tu vois, tu n'as aucune rentrée d'argent. Aucune rentrée d'argent, voilà. D'accord. Et au contraire, même tu dois payer. D'accord. Bon, le principe, évidemment, pas de vendre ça, mais donc toute la logique est de mettre suffisamment de magazines et de journaux en circulation pour assurer une visibilité à ta marque, quand même, sur des territoires plus ou moins grands, tout en mettant pas trop pour pas avoir trop d'invendus et du coup avoir ton coût de distribution qui augmente. Et c'est eux qui gèrent ça? C'est eux qui gèrent la distribution, le pilonnage et tout ce genre de choses. Donc en fait, notre travail à nous, c'est de remettre un certain nombre d'exemplaires à notre distributeur. Et après, eux organisent tout exactement en fonction effectivement des ventes, des régions, de plein de choses. En fonction de ce qu'on appelle un réglage. Alors les gens ne connaissent pas, mais il y a un métier que moi j'ai découvert, donc en fait voilà, qu'on appelle le réglage. En fait, alors assez bizarrement, c'est une activité qui n'était pas directement incorporée en fait par la coopérative, mais Prestalis a racheté des sociétés de réglage pour créer un écosystème, c'est normal, 360 degrés, synergie, qui est en fait un personne qui fait le réglage, c'est une personne qui va faire en sorte, par exemple, que tu sois particulièrement bien distribué, je sais pas, au bord des plages et ce genre de choses pendant l'été. Donc en fait, c'est de choisir, de sélectionner en fonction des taux d'invendus sur certains kiosques, dire tiens celui-là, on lui en donnait 5 le mois passé, on a eu 2, mais ou celui-là on constate qu'en fait il en vend jamais. Enfin voilà. Donc c'est un travail une stratégie de diffusion. De diffusion. C'est incroyable. Un régleur, tout à fait. C'est un métier qui n'est pas du tout connu pour le coup, mais ça existe. On appelle faire le réglage. Donc en fait, la coopérative se charge de tout ça, de tous les frais la coopérative, de distribution. Pas directement. En fait, mais ils vous les refacturent. Voilà, enfin non. Et en fait, tu travailles en direct avec une de leurs filiales. Bon, moi, dans mon cas, je suis passé par un régleur indépendant, donc j'ai pas travaillé parce que. Ok. T'es pas obligé de passer par leur. On n'est pas obligé du tout. Donc tu peux. Voilà. Mais donc c'est entre toi, donc t'as en fait t'as la rédaction, t'as l'imprimeur qui imprime, donc la rédaction qui doit donner des fichiers à un imprimeur. À l'époque, je t'explique pas, il y avait des chromalins, des trucs, enfin il y avait pas le truc digital quoi. Donc c'est-à-dire que c'était des imprimeries, c'était le processus d'impression, de bouclage était de l'encre, des trucs, enfin t'as pas idée, c'était vraiment un fastidieux par rapport à compliqué, c'était des angoisses, des trucs pas possibles. Maintenant c'est un fichier qu'on envoie, un PDF qu'on envoie finalement où toute la chromie et toute la et dessus a déjà été faite en fait informatiquement. À l'époque il fallait faire des tests en infirmerie, en imprimerie, et puis l'imprimeur lui après se charge en fait de distribuer les magazines qu'il a imprimés au dépôt Prestalis, aux différents dépôts Prestalis, en l'occurrence de la coopérative de distribution, c'est peut-être MLP ou en France ou Prestalis. Et puis ensuite, non, je me trompe, avec, si tu veux, le réglage qui a été fait entre l'imprimeur et Prestalis. Et donc, le régleur, il est entre les deux en fait, il est intermédiaire. Le régleur dit à la coopérative de distribution, il faut en mettre là. Ok. Et Prestalis fait à la fois l'approvisionnement de ces points-là et le rappel des titres quand le numéro suivant sort. Donc en fait quand on parle un nouveau chasse l'autre, donc en fait voilà, et donc quand le nouveau sort quelques jours avant, l'autre est renvoyé, on voit calcule le nombre d'invendus et puis ces invendus sont a priori détruits et ça coûte évidemment de l'argent, ça coûte des camions. Ça coûte à l'éditeur, à vous sur son coût de distribution, on le paye pas upfront mais c'est en fait un pourcentage sur les ventes. C'est enlevé après sur l'addition quoi. Exactement. OK. Super intéressant. Donc du coup, pour juste en revenir, donc tu passes du mensuel au trimestriel justement pour réduire ces coûts-là. Et en fait, parce que, surtout en tout cas dans la photographie, si tu veux mensuel, la récurrence en fait il n'y a pas des news incroyables tous les mois en fait à dire dans l'univers de la photo quand même il est très fourni, mais bon, c'est un truc, donc il valait mieux en fait avoir une réactivité sur le web et sur les réseaux sociaux en donnant des petites news, des petits trucs comme ça et qui nécessitent pas nécessairement d'être imprimés, parce que la différence entre le web et finalement le papier, j'en parlais encore tout à l'heure, pas plus tard que tout à l'heure, avec des digital natives de 21 ans qui sont entourés d'influenceurs à longueur de journée et qui sont sur Instagram à longueur de journée et qui ont que c'est très très impressionnant d'ailleurs, mais pour eux le fait d'être imprimé ou d'avoir leur image ou un article sur eux dans un journal papier concret, etc., c'est plus légitime quoi, ça reste pour toujours. Donc il y a cette légitimité là qui est là. Donc on l'a dit, ok, on fait une légitimité trimestrielle avant d'être trimestriel, parce qu'il y avait bon évidemment on a réduit les équipes, donc il a fallu que je fais ça en plusieurs paliers. On est passé en bimestriel puis ensuite en trimestriel avec des hors-séries. Par exemple, on va peut-être faire un hors-série sur Karl Lagerfeld parce que voilà, mais l'actualité
de son décès, etc., le permettait. Et donc, on réfléchit à faire ce genre de hors-série très, très spécialisé sur un sujet, soit une monographie ou soit sur un sujet précis. Et puis attaquer progressivement le web en comprenant quoi faire. Mais donc, ça a été effectivement réduire, passer en trimestriel, augmenter le prix. J'ai presque triplé le prix de vente. Et ça n'a pas trop changé la ligne édito? Ça n'a pas du tout changé. Enfin, ça n'a pas changé l'augmentation du prix. Donc, l'augmentation du prix n'a pas surtout changé l'acte d'impulsion d'achat. Les gens continuent d'acheter. J'ai pas mal bouleversé les choses, parce que on avait vraiment un service d'abonnement. Les gens pensent que, contrairement à Netflix, pour l'instant, parce qu'on parle beaucoup de l'abonnement, de ce genre de choses, l'abonnement à un magazine était en ce qui concerne en tout cas photo, mais je pense que c'est pour une grande partie des médias papier par ailleurs, n'est pas nécessairement une vraie source de revenus. Donc en fait, c'était une source même de pour nous de déficit, puisque il y avait des métiers qui sont en train de disparaître progressivement, mais enfin qui existaient au temps de gloire de la presse. Ce qu'on appelle il y avait des intermédiaires entre des groupes d'abonnés potentiels en fait et l'éditeur. Et donc en fait dans un parc d'abonnés, il y avait les abonnés directs et indirects. Les abonnés directs étant ceux qui s'étaient directement abonnés au journal, et les abonnés indirects étant ceux qui avaient été ramenés au journal en fait finalement par des collecteurs d'abonnements. C'est-à-dire, ça pouvait être aussi bien, enfin j'exagère et je caricature un peu l'histoire, mais ça pouvait être des gens qui faisaient des opérations du type, ok, vous achetez le grille-pain et vous recevez un abonnement. Il y avait ça. Donc en fait, on avait alors aucun data, rien du tout sur qui, comment, quoi, qu'est, c'était notre lecteur, puisqu'on ne savait pas. Ces gens prenaient des commissions malades sur le truc et en plus ça vendaient à prix cassé le magazine. Donc c'était à perte en fait. Parce que une chose qui n'a par contre pas eu de cesse d'augmenter, ça a été la distribution postale de ces histoires-là. Donc en fait, envoyer un magazine à 10 000 personnes en papier, un truc qui fait 250 grammes, ça coûte une fortune. Il y avait toute une chaîne de valeur là-dedans, donc c'est-à-dire évidemment l'imprimeur, le gestionnaire d'abonnement, les collecteurs, le routeur, la poste, et puis finalement un abonné qui était pas content parce qu'il recevait son magazine 4 jours en retard par rapport au kiosque, et donc qui n'avait l'idée du départ de l'abonnement, c'était deux choses. C'était d'une part de fidéliser quelque part sa communauté, donc c'était un coût d'acquisition d'une communauté en la fidélisant, donc pas nécessairement ramener de l'argent, et puis surtout quelque part ces collecteurs-là, c'était un peu l'équivalent aujourd'hui des fermes à like, ou des gens qui créent des faux profils et qui te créent artificiellement de l'audience. Ça permettait d'artificiellement créer de l'audience pour quelque part et vendre ta des circulation, justifier. Regardez, on a une circulation de X milliers de personnes en plus. Alors, parfois des gens que tu ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam leur profil, et tu savais même pas s'ils voulaient. Moi je me rappelle, on continuait à distribuer à des gens qui étaient soit décédés, soit pire. Moi j'avais le responsable, je me rappelle encore du service abonnement à l'époque de photos, qui passait des heures au téléphone avec des gens, donc tu s'expliques pas la gestion du temps, avec une dame qui l'appelait de je ne sais pas très bien où en France, en l'engueulant, en disant cessez de vous envoyer vos revues publicitaires, parce qu'en fait elle pensait que c'était une revue érotique qui était envoyée en fait à son mari. Donc ils avaient acheté un grille-pain ou je sais pas très bien ce qu'ils avaient fait en fait pour en fait se retrouver abonnés dans nos listes d'abonnés. Mais c'était ça. Bon, c'est un peu exagéré, mais c'est arrivé. Je comprends. Donc c'était un peu ça l'histoire. Donc j'ai aussi très fort changé d'abonnement. Donc c'était nouvelle stratégie dans les abonnements où on a un contact direct maintenant avec nos abonnés et on gagne de l'argent. Totalement revu la chose, augmenter le prix et passer en trimestriel, tout en modifiant fortement l'équipe, en gardant l'ADN et quelque part bien sûr la Madeleine de Proust du passé, photos, bien sûr, et en y mettant un peu des gens digital native, quoi, on va dire. De faire rentrer en fait une nouvelle population, à la fois dans l'entreprise, mais également dans une nouvelle audience. Et voilà, notre gros truc, c'est pour l'instant, et c'est le grand défi, c'est en fait de pouvoir, parce que les jeunes ne lisent plus ou très peu, n'ont pas ce réflexe-là, c'est de rajeunir l'audience. Ce qui est un défi assez intéressant avec photo, puisque tous les jeunes font des photos à longueur de journée sur Instagram, et donc ramener cette audience, ça c'est mon grand challenge de maintenant. Il a fallu quand même 4-5 ans pour faire les premiers et pouvoir travailler sur une base saine, quoi. Je veux dire, parce que j'aurais pu investir ce que tu veux à essayer de rajeunir l'audience. Si les fondamentaux de la boîte étaient pas et qu'on continuait à perdre une fortune tous les ans, tu ne vas jamais très loin.
Bon, on va revenir juste après sur effectivement où tu vas avec photo. Et je voulais juste finir la partie un peu parcours. En tout cas, sur la partie, on va pas résumer ton parcours à juste 2 magazines, mais là, en l'occurrence, on fait un focus sur la presse. Ouais. Je voulais revenir évidemment sur l'aventure aussi Playboy. Absolument. Donc, qui est arrivé un peu après photo ou avant un peu après, quasi concomitamment. L'histoire est la suivante. Moi, je passe beaucoup de temps aux États-Unis, à Los Angeles en particulier. Los Angeles, c'était là les headquarters de Playboy. Bien sûr. Ils sont toujours d'ailleurs. Même si je crois que le manoir initial a été vendu, ouais. Mais il y avait un premier manoir qui était sur la côte est, il me semble. Qui était à Chicago. À Chicago, ouais, je crois que c'est ça. Qui a été vendu, ouais. Enfin, et après ils sont passés côte ouest en fait. Donc pareil, j'avais l'idée que c'était côte ouest, mais en fait ils ont eu une partie de leur histoire en côte est. Ils ont une partie effectivement, jusqu'au début des années 70, c'était à Chicago. Playboy, c'est né à Chicago, hein. C'était créé à Chicago. Et puis Hugh Hefner, on est parti de Chicago pour mille et une raisons, est venu s'installer dans la Californie, je dirais un peu plus hédoniste et un peu plus de l'époque, ouais. Voilà, et donc et a racheté la mansion, et puis c'est devenu un endroit mythique qui a été vendu un peu après sa mort au voisin. Donc le voisin, puisque la maison faisait partie d'un ensemble architectural Tudor, dans lesquels à l'origine, au début du XXe siècle, en fait, un promoteur immobilier avait fait 2 maisons plus ou moins identiques, faisaient partie. Elles ont été scindées, donc le voisin avait plus ou moins la même genre de propriété à côté de celle de Hugh Hefner. Et donc le deal ayant été qu'il puisse y rester jusqu'à la fin de ses jours. Donc c'était pas une vente viagée, donc ils avaient vendu, mais avec la possibilité de pouvoir rester tout à fait. Et donc j'ai eu la chance, je dirais, en 2017 d'ailleurs, de faire la dernière fête de la mansion. Ouais. C'était la dernière en 2017. Ouais, avant. Il est en août. D'accord. Mais il n'y a pas un système de cooptation. Comment on rend non, il faisait 36 000 fêtes. Bon, après c'est la dernière fête avec tous les gens directement impliqués, un peu la Playboy Family, quoi. Donc c'est-à-dire tous les gens qui sont de près un peu partout dans le monde impliqués pour la marque Playboy, qui sont un peu les ambassadeurs de la marque. Mais donc voilà, ouais. Donc il est mort en septembre 2017 et j'étais là avec eux en août 2017 et c'était effectivement la dernière fête puisque le voisin rentrait ensuite. Et puis, il fait plus de fête lui. Il n'y a plus de fête, non. Ok, donc tu es à Los Angeles. Je suis à Los Angeles et je suis globalement copain, comme toujours, un peu partout dans le monde avec toute la communauté créative de photographes. Et je rencontre finalement à la fois le directeur de Playboy de l'époque, le fils du Hefner et les photographes principaux. Enfin, ou des photographes qui étaient à ce moment-là très influents chez Playboy, des photographes américains, anglo-saxons, qui sont des copains et qui me disent mais t'as vu, ce serait extraordinaire quand même que tu puisses essayer de t'occuper de la marque. Playboy n'avait pas eu a eu pendant très longtemps, jusque dans les années 90, une édition française qui était, alors assez pour la petite histoire, qui était édité par Daniel Philippaki. Parce que la petite histoire, donc, c'est que quand Hugh Hefner, dans les années, je pense, 60, fin des années 60, début des années 70, cherche un partenaire français pour lancer une édition française du magazine Playboy. Il y en a déjà une en Allemagne, etc. Il tombe sur Daniel Philippaki, quoi, qui est à ce moment-là le mec de presse, et qui se dit, mon Dieu, moi j'ai créé lui, qui était une copie, en fait, de Playboy. Enfin, une copie. Une interprétation française de l'idée qu'il y avait derrière Playboy, c'est-à-dire des jolies filles, des articles intéressants. Ouais, c'était un peu ça l'idée, et une espèce d'idée d'art de vie, mais c'était ça un peu. Donc et Daniel Philippaki qui était un américanophile qui vit toujours à New York d'ailleurs maintenant, mais donc qui a toujours aimé les États-Unis, un peu comme Johnny Hallyday. Enfin, c'était un peu le truc s'inspirait beaucoup des États-Unis. Donc au départ, le magazine, a été clairement créé et copié. C'était un peu comme Coca et Pepsi, quoi. Donc c'était une copie très bien faite, tellement bien faite que quand Hugh Hefner vient le voir, il dit bon bah écoute, est-ce que t'as pas envie de t'occuper de faire l'édition française du magazine Playboy? Il le prend parce qu'il se dit ok, au moins comme ça je contrôle les deux, j'ai pas de concurrent. En mettant à mon avis plus d'énergie sur lui que sur Playboy pendant des années. Et donc c'est pour ça que je pense que même l'édition française du magazine
on savait qu'il y avait Playboy, mais ça n'a jamais été un magazine qui aussi populaire en tout cas qu'aux États-Unis. Par contre, lui était très populaire. Mais et ça, c'est ça qui est assez franchement intéressant, et c'est là où je crois qu'on voit le savoir-faire français, c'est-à-dire que les gens, Hugh Hefner a tellement été impressionné par le magazine, lui qui était une copie de Playboy, qu'il a décidé de s'associer avec Daniel Philippaki pour lancer un équivalent américain de lui. Incroyable. Qui s'appelait Oui Magazine. Donc c'était une OUI. Ouais, oui. OUI comme oui, yes. Ouais. Donc c'est assez fou. Donc à partir d'une copie, ils sont associés pour refaire en fait une version américaine de la copie. Incroyable, mais ça a duré un certain temps. Oui Magazine, très créatif, très sympa. Mais donc voilà. Donc c'est ça. Donc il y a eu jusqu'à dans les années 90. Et donc je pense un magazine intéressant dans lequel on bossait des gens comme Ardisson, enfin tout ça, mais qui était quand même fondamentalement, je pense, à l'époque, moi j'étais pas dans la tête de Daniel Philippaki en 1975, mais je pense que stratégiquement il mettait plus en avant. Bien sûr. Ouais, c'était son intérêt. Lui, parce que c'était son intérêt fatalement à l'époque. Le magazine a connu une espèce de lente régression. Il a été brièvement, au début, je dirais, des années 2000, réenchanté par, si mes souvenirs sont bons, déjà Frédéric Becbédé, tout ça. Okay, avant qu'il reprenne lui. Voilà. Enfin, en tout cas, il faisait partie de l'équipe des gens qui ont essayé de redonner un petit souffle au magazine. Donc, ils essaient de relancer, puis ça s'est arrêté assez rapidement. Puisque voilà, c'est très difficile, le masculin, le machin, etc., pour mille et une raisons. Mais donc eux m'ont convaincu parce que en fait, c'est assez marrant. Moi, quand je me retrouve donc des années plus tard après Photo à restructurer, les gens se disent, putain, le mec, il sait, c'est un entrepreneur, il sait restructurer une entreprise. Et ce qui l'intéresse dans les médias, c'est pas tellement d'être un patron de presse avec voilà, mais c'est un type qui est intéressé par les marques. Or en fait Playboy avant tout et surtout c'est le logo du lapin et la marque, c'est quelque chose d'extrêmement connu, ça fait partie des 10 marques les plus connues américaines, donc est reconnaissable. Donc bon bah voilà, tu aimes les marques, tu sais, tu veux développer du hors média, conseille-nous comment quoi. C'est donc de là est né une espèce de partenariat dans lequel je dis ok bon ben on va s'occuper de ma vision des choses. C'était à un moment donné pas évident puisque c'était on anticipe, enfin, c'est pas qu'on anticipait, mais c'est clair que la nudité commençait à devenir un problème pour des annonceurs, donc il fallait insister sur l'aspect artistique quand même de la nudité, donc et que ça ne soit pas l'unique, même si ça faisait partie de l'ADN de la marque, mais l'unique produit d'appel, je dirais, et progressivement changer l'état d'esprit, faire en sorte que ça soit pas uniquement masculin, mais une marque qui soit ouverte, qui soit gender fluid. Et donc on a, je pense, on l'avait évidemment anticipé depuis longtemps en termes d'image de marque, et donc très rapidement mes recommandations, et c'est celles qu'on essaie de suivre pour l'instant, ont été de se dire ok voilà, Playboy c'est une marque iconique, qui a une légitimité, un patrimoine, le passé, tout ça, etc. Glamour. Ça, ça fait partie de son ADN. Une marque qui se veut maintenant transgenre, gender fluid, donc ouverte à tous. LGBT. Entertainment for all, et plus uniquement entertainment for men. Voilà. Donc de l'entertainment pour tout le monde. Et une marque rebelle. Donc un côté un petit peu voilà le lapin, donc on casse les codes, exactement, impertinent peut-être. Voilà, comme des marques comme Supreme par exemple dans le streetwear, ce genre de choses. Okay. Donc et travailler sur des collaborations, etc. Donc le média est toujours là, reste une vitrine de notre savoir-faire, un point de ralliement de nos communautés, mais l'idée de pouvoir décliner la marque sur des activités très différentes, que ce soit le sport, que ce soit des produits, mais de qualité. En tout cas de meilleure qualité, de meilleure facture que de simple merchandising. Par exemple là, tu es venu au lancement du calendrier 2020, tu vois, c'était un bel objet. L'idée c'est d'en faire un événement un peu comme Pirelli, sortir chaque année avec ça. C'est une femme d'ailleurs qui a fait le calendrier, les photos. Et je pense que c'est le mouvement que la marque prend petit à petit un peu partout dans le monde. Évidemment, il y a des pays où ça prendra un peu plus longtemps parce qu'ils sont dans un autre état d'esprit au jour d'aujourd'hui, mais c'est grosso modo je dirais la vision, la direction que vous prenez. Et du coup, juste une petite question sur un magazine comme Playboy, ça se passe comment? C'est une sorte de franchise puisque c'est une marque qui existe.
Comment ça marche en fait Moi j'ai un accord particulier, mais donc en fait pour le type qui fait que le magazine Playboy, parce que moi à nouveau c'était pas devenir éditeur de Playboy à proprement parler, donc de sortir le magazine. Pour moi c'était plus une pièce de plus dans le puzzle. Plus un problème, enfin pas un problème, c'était ok, il faut faire un magazine de plus, un process, etc. Non, moi c'était vraiment un travail, un partenaire sur la marque et développer ça. Sinon, oui, historiquement, je sais pas, une personne qui avait, je sais pas, qui faisait le magazine en Italie, c'est tout simplement une licence qui reverse effectivement un loyer, qui paye pour l'utilisation de la marque. C'est un peu plus loin que ça, ce que j'ai envisagé de faire avec eux. Puisque c'est plus eux qui sont venus vers moi à la base aussi, hein, donc c'était quand même très très particulier et que normalement mon travail, en tout cas dans les marques, n'était pas nécessairement de prendre des licences, de racheter des marques ou de moi-même après ça pouvoir relicenser. Bon là on a eu progressivement au fil des années un excellent accord. Je m'entends vraiment très très bien avec ça se passe bien. Ouais, super. Ok, du coup ça me fait là on prend le temps qu'il faut, mais c'est super intéressant. On arrive sur la partie 2. Je voulais juste faire un petit point sur tes activités aujourd'hui et je pense que c'est un bon... ça me permet de faire une belle transition. Aujourd'hui, donc avec ces deux marques, c'est les premières briques que tu mets. C'est quoi tes projets? C'est quoi la suite? Alors la suite, ça va être de construire déjà d'une part des ponts entre ces deux marques. Là, ouais, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il y a une synergie? Il y a une première synergie qui se passe. Comme je te disais, déjà, on a avec photo, on a le plus grand concours de photos au monde. Le prochain step pour 2020, on va faire quelque chose d'assez unique. C'est qu'on va créer l'équivalent des Oscars, des Césars, des Grammys, des MTV Awards, on t'appelle comme tu veux, mais pour la photographie. D'accord. Et les artistes visuels, donc c'est-à-dire que déjà, on ne parle pas uniquement de photographie, mais d'images fixes ou animées. Surtout les artistes visuels, aussi bien les clippers, les gens qui font des gifs, des photos. Ouais, de l'art visuel. Okay. Donc on va créer ça chaque année pendant Paris Photo. C'est une méga fiesta assez prestigieuse, mais en même temps rock'n'roll bien sûr, dans lesquelles seront récompensés à la fois les lauréats du concours. Mais également quelques célébrités, avec une académie, l'Académie Photo, qui va être aussi prestigieuse, j'espère, que l'Académie des Césars, mais en fait avec des gens quand même, franchement, de tous les pays et tout ça, donc quelque chose de très 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 sérieux, de très très légitime. L'idée, c'est que cette cérémonie, ça n'existe pas, donc il n'y a pas de cérémonie de remise de prix pour les artistes visuels, pour les photographes et ce genre de choses. Il y a pour le théâtre. C'est vrai qu'il y a pour le théâtre, il y a les Molières, il n'y a pas ça, donc on a trouvé un lieu que j'aime beaucoup, qui va être le Palais de Tokyo. J'ai demandé à Ora Ito de designer, donc le designer Ito va designer l'Awards et donc on part là-dessus. Donc on va très fort investir sur le concours, à la fois qu'il y ait de plus en plus de participants au concours et puis qu'ils soient récompensés dans le cadre d'une cérémonie. Ensuite, l'idée c'est que l'on puisse, on imprime, on publie les gagnants, puisqu'on a un numéro spécial concours qui est notre numéro le plus vendu historiquement, parce que les gens en achètent une dizaine pour montrer à leurs copains, etc. Oui. Et puis ensuite, après ça, éventuellement, manager ou produire certains de ces talents. C'est un peu la logique. Là, voilà, on fait le pont. On scout des talents. Les scouts, on les découvre à travers des concours et ce genre de choses. Vous les diffusez, vous leur donnez un piédestal, une estrade. Avec un événement, avec quelque chose de très 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 légitime et consistant. Et puis ensuite, pour ceux qui ont vraiment un talent, c'est s'en occuper. Donc ça, c'est le mouvement, et je dirais que c'est le mouvement assez général que j'opère. Bon, dans le cadre de photos et de Playboy, par exemple, le gagnant du concours dans la catégorie nudité, nu, etc., fait le calendrier. Voilà. Ce qui est le cas cette année. Donc Kim Akrish est une photographe très talentueuse qui a gagné le concours photo. Ouais. 2019. Donc voilà. Et donc on a ça dans le cas de photo. On va également créer notre propre studio photo. Donc on va avoir un studio photo qui sera à la fois mis à la location, avec un peu comme le studio Harcourt, un peu toute l'iconographie et le passé depuis 1967 quand même de photos. Donc un lieu assez sympa que j'ai trouvé à Paris, et puis qui nous servira nous-mêmes en fait à tourner nos propres contenus. Puisque l'objectif est de passer au stade 2, c'est-à-dire en fait avoir notre propre société de com média intégrée, où on peut produire des contenus à la fois pour nos marques médias,
Je dis no parce qu'en fait, je m'associe, je peux pas encore en parler maintenant, avec un autre groupe de com et de médias. Ok. Donc voilà, 1 + 1 va faire 3, et dans lequel on aura notre propre régie créative, en fait, ce que j'appelle notre agence de pub, parce qu'une régie créative finalement, Ouais, c'est vrai. c'est ça. Donc on donnera nos idées en termes de publicité, etc. Pour les annonceurs, mais également les marques médias, mais pas que. Et puis pour progressivement aller sur également la gestion de talents sportifs. Donc on gérera, je pense, des talents créatifs visuels, mais également des talents sportifs. Ok. Et on va aller vers le management sportif, à mon avis, avec on va commencer là-dedans avec Playboy. Je pense qu'il y a un lien entre Playboy oui, et le c'est ça, sport. avec Playboy, avec le skateboard, avec le surf, avec tout ça, ouais. Il y a un lien Avec évident. ce genre de sport un peu extrême, un peu rebelle, comme Red Bull a pu le faire, par exemple. Il y a quelque chose là. Et ce sont des sports mixtes, naturellement. Donc ces sports extrêmes sont plus facilement mixtes Ouais. dans l'absolu que les sports traditionnels. Tu C'est vois, vrai. par exemple, tu vois facilement, quel que soit son genre, faire du surf ou du skateboard que, je sais pas, du rugby. Ouais. Dans Ou de l'absolu. la boxe. Ou De la boxe, qui ne sont pas nécessairement. Donc je pense que les sports extrêmes sont véritablement quelque chose vers lequel on va s'orienter. Là, c'est mon côté Flavio Briatore qui rentre en jeu, parce que je suis un fan de Formule 1 et que Flavio est un de mes mentors. Mais donc voilà, mais voilà un peu l'idée. Ça, c'est ce qu'on va, ça c'est le move, et d'arriver vers finalement ces équations, quoi. C'est-à-dire transformer nos talents en marques et en médias, et à travers un écosystème relativement intégré. D'accord. Est présent en Asie, en Europe et aux États-Unis. Enfin, ça, c'est vraiment le. Ok, c'est assez clair. Et dans ce gros écosystème, est-ce que tu envisages d'autres médias ou voilà, est-ce qu'il y a là tu es sur le magazine, mais est-ce que Écoute, alors je suis très intéressé par la radio et les podcasts. Donc tu vois, donc je suis en train d'étudier un peu comment on peut streamer du son et de la vidéo, que ça soit à travers des web TV, des web radios, enfin bon, tout ça m'intéresse assez fort dans la création de nouveaux médias, que ça soit autour de nos marques à nous. On regroupera puis je m'associe avec une autre personne, mais plus ou moins 7-8 marques, donc à la fois à travers nos marques, mais également pour le compte d'autres, donc en prestataire de services, conseillers, quoi. Ça, je pense que c'est un média qui m'intéresse, donc le streaming vidéo audio sur le net. L'acquisition de nouvelles marques, je sais pas, je suis pas convaincu pour l'instant. Il y a pas les marques qui ont ces facteurs X qui étaient à la fois avec une très forte légitimité, un titre de presse qui est en plus une marque très forte, internationale, etc. Il n'y en a pas des milliers. Hein, donc fondamentalement, quand tu regardes bien, ça réduit le spectre. C'est difficile de faire changer parfois les choses. Et donc j'ai envie de mettre mon énergie dans autre chose que de convaincre les gens qu'il faut pas espérer vendre plus de journaux papier demain que hier, puisque ce n'est certainement pas une tendance sur laquelle il faudrait parier. Et justement, donc effectivement, tu donnes le mot demain, ça fait la dernière transition pour la dernière partie, qui est la partie effectivement future, où on regarde un petit peu, on essaie de regarder ensemble où les médias vont dans les 5, 10, 50 prochaines années. Là, le constat, c'est qu'en 2018, 2019, le segment des magazines, il est en repli. Ça, c'est clairement évident. Radical. La deuxième tendance qu'on voit, c'est que il y a une concentration dans le secteur, puisqu'il y a les grands groupes qui se rachètent les uns des autres, et il y a Reworld Media qui rachète Axel Springer, il y a Mondadori, Lagardère qui vend tout. Enfin, voilà. Il y a une recomposition du paysage pour faire magazine, de la presse. Des économies d'échelle, très certainement, mais en tout cas, il y a une comme d'ailleurs dans les médias audiovisuels, il y a une concentration des acteurs. La première question que je vais te poser, c'est toi, en tant que, entre guillemets, un peu indépendant, avec des marques indépendantes, même si elles sont fortes, elles ont une identité, tu fais pas partie d'un énorme groupe avec des moyens. Comment est-ce que on peut faire quand on est face à des gros groupes? Alors d'une part, on a des marques extrêmement fortes, extrêmement légitimes, et je dirais que justement, c'est être l'opposé d'un gros groupe. Donc c'est-à-dire que
Je n'ai jamais voulu d'ailleurs être un gros groupe là-dedans. Ouais. On a voulu rester. Tu sais, Richard Branson, un des bouquins que j'avais lu à l'époque, sa biographie à l'époque. Je l'ai lu aussi. Voilà, Incroyable. Small is Beautiful. Donc moi j'étais, si tu veux, dans le Small is Beautiful, et on est, et je veux rester dans des secteurs de niche. Donc Ok. on est dans la niche, donc on veut rester de niche et small. Donc D'accord. c'est justement notre identité. T'es plus quoi. agile, c'est que ça te permet d'être Plus agile, ça nous permet d'être à la fois plus agile, bien entendu, s'adapter un peu à tout. Et puis on est quand même dans des secteurs très très particuliers. La photographie, qu'on n'est pas une presse. Tu sais, je peux comprendre qu'il y ait une concentration à la fois des médias et des économies d'échelle qui se font lorsque tu dois avoir un magazine ou un quotidien ou un hebdomadaire d'actualité Ouais, générale. bien sûr. Je t'explique pas. Ouais. Donc ça c'est. Mais nous on parle de photos quoi. Ok, ouais, tu préfères entre guillemets être petit et très spécialisé, enfin très spécialisé, en tout cas sur une thématique très forte avec des marques très fortes, petit, que être gros et être un peu généraliste et. C'est pas mon métier. Ouais, bien sûr. Non, mais ça fait sens. Il y a, moi j'ai vu justement dans ce volume cette baisse de volume, j'ai vu il y a plusieurs leviers de presse, de magazines qui sont utilisés. Donc il y a évidemment développé, on en parlait un peu, la stratégie de valeur éditoriale, c'est-à-dire de produire des choses un peu haut de gamme, qualité supérieure pour vendre plus cher. Ça c'est une tendance que je vois, que j'ai vue. Qui est totalement plus qu'une tendance. Alors dans notre cas, c'est plus qu'une tendance puisque c'est carrément un objectif. Ouais. C'est-à-dire, et dans le cas de Playboy par exemple, qui lui est passé de trimestriel à biannuel. D'accord. Puisque l'idée n'est pas tellement d'avoir une grande circulation ni quoi que ce soit, c'est d'avoir un bel écrin pour la marque. Ok. Donc une belle vitrine pour la marque. Donc ça va donc on va vers quelque chose par contre de très très bien produit, ce qu'on appelle un MOOC, qui a un mix entre un magazine et un livre, collectionnable, plus un journal que l'on jette et assez cher. Parce que finalement les gens ne jettent pas quelque chose qui a acheté 20 €. Oui, t'as acheté un truc à 1,80 €, tu ne donnes pas de valeur et fatalement tu l'as acheté pas cher. Alors que ça demandait beaucoup beaucoup d'énergie. Donc moi je suis pour ça. Nos magazines seront de plus en plus chers. La qualité ira avec. Mais de qualité, voilà. Viser le haut de gamme et ça va effectivement avec les tendances. Et puis il y a une deuxième chose que je voyais, c'est autour de la diversification. Et là, on est en plein dedans aussi. C'est grâce à l'événementiel, par exemple. Il y a beaucoup de marques, presse magazine, qui font beaucoup d'événementiel maintenant, de la déclinaison à l'étranger. Enfin voilà, ils utilisent encore une fois cette marque centrale. L'extension du territoire de la marque. C'est ça. Donc l'événementiel, tu citais les concours photos, c'est un bon exemple. Des activités différentes. Enfin voilà, dans le cas de photos, nous c'est le management de photographes, c'est des galeries de photos, c'est notre concours, c'est une galerie en ligne. Enfin il y a 36 000 histoires qu'on est en train de développer autour de ça, des masterclass, enfin ce genre de choses autour de Playboy, des produits, des activités. Enfin donc effectivement, voilà, c'est ça. Le média devenant essentiellement une vitrine pérenne, qualitative, premium, collectionnable. Une capsule quelque part temporelle de l'ère du temps à ce moment-là, que les gens gardent dans leur bibliothèque ou sur la table de leur salon, de leur salle à manger. Voilà. Non, mais alors, et justement, ça arrive au deuxième point que je voulais aborder, c'est que, et on en a parlé tout à l'heure, et tu as dit quelque chose de très vrai sur quand tu parlais avec les jeunes de 21 ans qui sont fiers de montrer. Et en fait, moi, j'ai vu que, je sais pas si tu as vu d'ailleurs, que Netflix avait lancé un magazine papier qui s'appelle Wild. Bon, alors c'est réservé effectivement aux professionnels, mais il y a aussi Airbnb qui a lancé Airbnb Mag. En fait, j'ai un peu le sentiment que c'est pour asseoir leur légitimité. On parlait de légitimité tout à l'heure. C'est vraiment, en gros, le magazine a cette noblesse un peu, tu vois, complètement. Et de se dire, en fait, encore une fois, le magazine n'est en fait que l'espèce d'estrade sur lequel on va mettre une marque. Et pour en fait développer un business qui est tout autour. Exactement. Et d'autant plus avec le numérique où tous les jeunes, comme tu disais, les jeunes sont sur Instagram. Aujourd'hui, est-ce que effectivement tu dis à un influenceur, je vais mettre ta photo dans un magazine papier, etc., qui est né en 1967 avec Catherine Deneuve, hein, toute cette histoire-là, est-ce que ça n'a pas C'est prestigieux, c'est un accomplissement pour eux. Et ce qui est assez marrant, c'est que c'est aussi plus au-delà des légitimes, prestigieux, etc. Ça me fait marrer parce que j'ai eu des discussions avec des millennials, enfin avec des digital natives. Ouais. Me dit oui, mais puis en ça, on va être là pour toujours. Enfin, je sais pas pourquoi on est pour toujours. Donc c'est pour toujours un magazine parce que
Bah oui, alors j'ai mis pourquoi pour toujours parce que en fait un magazine c'est physique, c'est in real life, alors que tout ce qui est URL, enfin tout ce qui est digital, en fait tu passes dans le fil d'actualité d'un truc. Une fois que t'es passé, t'as déjà disparu. Ouais. T'as disparu dans les nimbes, dans je sais pas très bien quel cloud ou quel serveur. Enfin voilà, donc cette espèce de pérennité, légitimité, concret, on peut le toucher. Une autre chose que j'ai eu un jour comme discussion, c'était très drôle avec le rédacteur en chef du magazine Forbes, qui me disait merde, je parlais à un de mes clients, ils faisaient leur liste des gens les plus riches et il parlait à une de ces personnes qui venait de rentrer sur cette liste. Ouais. Il dit tiens, tu sais que tu vas être sur la liste machin. Et la personne était heureuse comme tout. Et puis la personne de chez Forbes, je lui dis mais enfin écoute, tu étais déjà maintenant, tu es en ligne, déjà. Mais là c'est pas pareil. Ouais. Là je vais pouvoir le donner à ma mère. Ouais. Et ben voilà. Il y a ce côté, tu vois. Bon voilà, je dirais c'est ça. Donc le papier restera. Donc c'est pour ça qu'on me dit est-ce que le papier va disparaître ou pas. Non, je pense pas. Il y aura toujours cette espèce ça. Ça va être devenu quelque chose de très niche, hein, parce que objectivement, je pense que là la discussion est tout à fait haute, même si je suis un grand consommateur de presse quotidienne. Mais là le challenge est très différent. C'est un autre métier, même s'il y a des très belles marques de presse quotidienne. Mais là le défi industriel derrière est complexe si tu veux faire des choses qualitatives. Ça m'inspire une dernière réflexion et après on passera aux questions de la fin. C'est puisqu'on parlait justement de liens qui allaient, enfin d'URL qui expiraient et en fait de feed d'actualité qui va à toute vitesse. J'ai entendu parler pour la première fois de slow press. C'est que en gros c'est voilà, aujourd'hui on zappe, il y a ce truc on zappe, ça disparaît. Est-ce que justement c'est une réponse, le magazine est une réponse, enfin pas une réponse, mais en tout cas une solution à ces réseaux sociaux qui vont toujours plus vite, où on va pouvoir prendre le temps, tu vois, de regarder une photo, dans le cas de photos, hein, dans d'autres magazines, je sais pas, de prendre le temps. Est-ce que tu penses que c'est une tendance ou est-ce que c'est quelque chose? Mais je pense que c'est à souhaiter. Je pense que de manière générale, que ce soit dans la presse ou dans autre chose, je pense que on vit au rythme de la 5G. Tout va de plus en plus vite. Moi, je suis issu d'une famille d'entrepreneurs depuis plus d'un siècle. Mes aïeux ont fait des meilleures affaires que moi en s'envoyant des lettres, utilisant des fax, etc. Donc, je pense pas que la rapidité et d'être toujours plus rapide dans tout, avoir de moins en moins d'attention dans quoi que ce soit, ne soit nécessairement un signe de croissance et de progrès. Je pense que le fait qu'on puisse de temps en temps un peu appuyer sur pause, prendre le temps de la réflexion, prendre le temps d'admirer des choses, d'essayer de comprendre. Donc voilà, donc clairement tout ce qui réduit le rythme infernal du gérer la dictature de l'émoticône, quoi. Donc maintenant les gens se communiquent entre émoticônes, donc c'est devenu assez invraisemblable. Et bon, effectivement la presse, qu'elle soit magazine ou autre, a évidemment tout son rôle là-dedans, parce qu'il faut du temps pour lire. Il faut du temps pour regarder une belle photo et la comprendre. Ou dans le cadre d'un autre magazine, d'analyser. Je crois que c'est donc, il faut que nous soyons les ambassadeurs quelque part. Et moi, je suis de plus en plus entouré de gens qui veulent prendre le temps. En plus, ça ne veut pas dire devenir des limaces et vivre comme au Moyen-Âge. Mais je pense que là, pour l'instant, les choses sont un peu trop en train de s'envoler. J'ai l'impression que les gens ne se rendent pas bien compte que la croissance à tout crin et de vivre dans l'illusion que on va toujours faire plus demain qu'hier. Je suis pas convaincu que ça soit ni un objectif ni un signe de progrès ni quoi que ce soit. Donc en ça, oui, la presse, la bonne presse, en tout cas, est un excellent amortisseur de cette accélération des choses. Super. Écoute, merci pour tout ça. Dernière partie, c'est les petites questions de la fin. Donc là, j'ai quelques petites questions. Tu me réponds rapidement en une phrase. Quels médias tu consommes toi aujourd'hui ? Écoute, je consomme tous les médias possibles et imaginables. Alors pour le coup, je suis un gros lecteur de presse, qu'elle soit quotidienne, hebdomadaire, mensuelle. Je consomme du Netflix. Fatalement, mais j'achète toujours des DVD, des trucs, parce qu'il y a certains films, comme je suis assez cinéphile, qui ne se trouvent pas nécessairement sur Netflix. L'idée du haut de gamme et du coffret. Et puis j'aime l'objet, le truc, voilà, avoir une DVTech. Je consomme évidemment beaucoup de musique, fatalement.
Je vais à pas mal de festivals parce que je considère que l'événementiel effectivement est le média par contre du 21e siècle. Ouais. Le retour à l'IRL, de passer de l'URL à l'IRL, créer le vraiment créateur de liens IRL, sociaux. in real life. In real life, voilà, c'est ça. Je consomme de la radio, un petit peu, des web radios, machin. Je consomme de la télévision. Je consomme des continues à regarder podcasts. la télé. Ouais. Je continue à regarder la télévision linéaire, des trucs qui m'amusent très fort. Même s'il y a un gros changement, je pense que par exemple les gens ne se sont pas rendus compte, mais moi on est tous un peu, on fait partie d'une génération où les gens qui nous avaient impressionnés très fort. Je te parlais de Paris dernière tout à l'heure. C'est des gens comme Thierry Ardisson, mais c'est des gens qui faisaient un certain type de télévision, qui faisaient de la télévision extrêmement qualitative, quoi. Donc et le fait qu'en tout cas ils soient partis de C8 et de machin, c'était la fin de quelque chose. C'était montrer quand même la fin d'une certaine manière de faire la télévision à un niveau quand même où tu pouvais oser l'impertinence parce qu'il y avait du fond. Avant d'être superficiel, il faut être profond. Eux, c'était ça. Ils pouvaient se lâcher des vannes incroyables parce que derrière, il y avait énormément de travail. Donc la bonne télé, m'intéresse toujours. Donc je regarde des télévisions. Attention, alors il y a des trucs que je ne citerai pas les noms, mais je suis incapable de regarder depuis longtemps que j'ai abandonné. Mais je trouve que sans vouloir jouer le vieux jeu, mais je veux dire vraiment, je trouve que le France Télévisions, Arte, il y a des choses. Continue à faire des belles choses, bien très sûr. bonnes choses. Ok, des livres à recommander. T'en as déjà cité 2. Dont une des autobiographies de Richard Branson, parce qu'il en a fait plusieurs, je crois. Est-ce que tu en as d'autres à recommander comme ça? Plein, la biographie de David Geffen, qui est un de mes grands, aussi une grande influence. Donc David Geffen, je sais pas si tu connais, mais c'était le. Tu vas nous en dire un peu plus. Écoute, David Geffen, c'est toujours, il est toujours en vie, probablement un des plus grands hommes d'entertainment au monde. Donc il est d'origine américaine, il a créé Geffen Music dans un premier temps, qui vient de la musique aussi. Donc c'est dans les années 70, c'est lui qui a produit, il y avait une maison de disques, il y avait des gens comme les Eagles, il a eu John Lennon, enfin ce genre de choses. Et puis il a créé Geffen Records. Donc sa première maison de disques s'appelait Asylum Records. Des gens comme Neil Young, toute cette espèce de folk rock américain. Après il a créé dans les années 80 et 90 Geffen Records. Qui signait tous les plus gros succès de l'époque, de Guns N' Roses à Aerosmith, Nirvana, tout ce genre de choses. Et un businessman extraordinaire du niveau de Barry Diller à l'américaine, quoi. Donc là t'es dans la crème, la crème de la profession. Et puis c'est devenu ils ont créé DreamWorks avec Steven Spielberg et Jeffrey Katzenberg, ce qui est quand même pas rien. Il a produit des comédies musicales, à la fois des films genre incroyables, comme Interview avec un vampire. Entretien avec un entretien. C'est lui qui a produit ça, d'accord. C'est lui qui a produit. Donc avant d'avoir son propre show au cinéma, il a produit toute une série de films, des comédies musicales comme Cats, un incroyable collectionneur d'art, un mec, en fait tout. C'est un vrai homme de médias et d'art et des affaires. Incroyable. Écoute, je connaissais pas et je vais. C'est le François Pinault de l'entertainment. Ok. Écoute, je suis ravi. Ça me fait un nouveau livre à regarder. Écoute, super. Et je dirais, dans l'actualité, parce que c'est la biographie, elle est pas nécessairement nouvelle, mais le dernier livre de Frédéric Becbédé qui est très cool. D'accord. C'est lequel? C'est le livre qui n'a pas de titre, donc c'est avec l'homme qui éclate de rire. C'est un smiley, un émoticône, de quelqu'un qui. Ok, et qui est pas mal. Je le mettrai en référence de toute façon du podcast. Avant-dernière question, productivité. On reçoit parfois des entrepreneurs, des gens qui gèrent plein de projets. J'aime bien savoir s'ils ont une routine pour s'organiser. Est-ce qu'ils utilisent des applications pour mieux s'organiser, mieux gérer leur quotidien, voilà. Est-ce que toi tu utilises quelque chose en particulier? Est-ce que tu as... Écoute, je suis comme je te le disais assez old school. Donc là, je suis avec des post-it tout azimut, avec des carnets dans lesquels c'est écrit. Je réfléchis. Je peux avoir 10 fois le même post-it devant moi. Les gens se demandent comment j'arrive à faire 36 000 choses, mais en fait, je suis très visuel. C'est ça. Et donc je réécris des to-do list à faire, etc. Et donc au fin du fond, quand je regarde en fin d'année mes agendas, qui sont une source incroyable d'inspiration, parce que je note plein d'idées, mes rendez-vous, mes choses, etc. Je me rends compte que tout ce que j'avais dit que j'allais faire en début d'année, j'ai fait. Donc en fait, je fais tout ce que je pense, et tout ce que j'ai oublié, c'est que c'était pas vraiment important. Donc c'est ma méthode à moi. Non mais c'est intéressant. Le côté visuel, effectivement, ça dépend des gens. Et toutes les personnes visuelles, j'en suis un aussi. C'est vrai que écrire les choses, ça permet quelque part de les ancrer dans son inconscient. Et comme tu dis, au
final, après un an, t'as pas eu besoin d'avoir une application qui te l'a rappelé tous les jours, tu l'as fait. Mais attends, en même temps, je vais te dire que moi, tous mes collaborateurs essaient de me mettre à Slack, me mettre à Jira, tout ça, mais bon, j'y arrive pas. Donc là, pour le coup, je suis pas du tout, mais je suis pas un techno, autant j'apprécie la technologie au sens général, mais je ne suis pas toujours le gars. T'es pas le premier voilà. à essayer toutes les nouveautés. Absolument. Dernière question, pour les personnes, donc nos auditeurs qui écoutent ce podcast, qui pourraient avoir un projet donc, de magazine, papier, web, un média. Quel est mon numéro de portable? Ouais. Donc, écoute. Non, ça on va pas le donner, mais est-ce que tu as un conseil à leur donner? Aux jeunes qui veulent entreprendre dans les médias, ou travailler dans les médias, je dirais que c'est un moment extraordinaire pour le faire parce que tout est en train de changer. Donc en fait, c'est toujours très intéressant d'arriver dans un secteur d'activité dans lequel il n'y a plus de vaches sacrées ni quoi que ce soit. Donc en fait, on peut très rapidement devenir très très important. Certains influenceurs qui ont plus d'influence que des marques établies, des marques établies depuis extrêmement longtemps. Donc c'est un excellent moment de le faire. Il faut quand même toujours réfléchir à comment, parce que je pense comme un peu dans tout, mais en particulier dans les médias, c'est de se dire ok, très bien, comment je fais un média qualitatif avec du contenu qualitatif et comment je fais et réfléchir d'entrée de jeu à voir comment on va monétiser ce contenu et ce média. Parce que à un moment donné, malheureusement, même des choses extraordinaires, de très très bonnes idées, mais qui ne rapportent pas d'argent et qui créent des pertes, bien ça finit nécessairement par s'arrêter. Je pense qu'on arrive à un moment, à un cycle économique par ailleurs, de manière générale. Tu le vois avec des introductions en bourse ratées comme WeWork, etc. où c'est une certaine forme de retour au réel, à la réalité. C'est un peu comme quand moi j'ai vendu 9 disques en étant rockstar, en voulant être rockstar, comme je t'expliquais. Il y a le retour au réel. Tu dis ok, bien maintenant je pense qu'on arrive à une espèce quelque part de tout est possible, mais attention quand même, il faut quand même que les gens comprennent comment ça marche, combien ça peut éventuellement un jour gagner, et donc l'aspect économique, il ne faut pas nécessairement le mettre totalement de côté. Et je pense que c'est deux choses qui étaient très différentes à l'époque. Dans les médias traditionnels, tu avais la rédaction d'un côté et la régie. Il était presque vulgaire de parler d'argent. Absolument. Maintenant, je pense qu'il faut pouvoir faut intégrer les deux. Intégrer les deux, ouais, tout à fait. Ok. Et écoute, merci pour tous ces partages et toutes ces expériences. You're welcome. Et si les gens veulent te contacter, tu as un LinkedIn, un Instagram qu'on pourra partager? Écoute, bien sûr. Okay. Je le mettrai en... Absolument. Et merci David. À très bientôt. Merci d'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur vos sites de podcast préférés et surtout de mettre une note, 5 étoiles de préférence, dans la section notes et avis d'Apple Podcast. C'est ce qui m'aide vraiment à faire découvrir We Are All Media. Bien sûr, vous pouvez contribuer aussi en envoyant ce podcast à vos proches. C'est grâce à vous et au bouche à oreille que nous pourrons développer ce format. À la semaine prochaine.